Je suis euh, désappointé. Je pense que c'est le terme. J'ai quelque chose dont j'ai envie de vous parler et je sais pas trop comment en fait. Le sujet est compliqué, il est pas facile à aborder, il y a des tas d'aspects. J'ai pas non plus envie de philosopher sur le truc, ni de mettre en place un document thèse, antithèse, synthèse. Mais l'ordre de Weyl, il a des défauts qui sont euh, présents pour sûr, là-dessus il n'y a pas de doute, mais qui sont aussi inhérentes au jeu lui-même, au fait que ce soit un bac à sable. De quoi je veux parler, c'est assez simple. J'ai reçu un mail là dans la semaine. Il arrive des fois dans la vie où on ne sait pas pourquoi, le même sujet, de manière assez aléatoire, il apparaît 3 ou 4 fois dans la même semaine. Et là, on en avait parlé avec une personne qui nous aide à revoir un petit peu toutes les créations du jeu, hein, qui est très très fort pour détecter les conneries. Isley, hein, si tu nous vois, merci. J'ai reçu un mail d'un youtubeur et puis de moi-même, je m'étais remis à penser à ce youtubeur aussi québécois qui n'avait pas apprécié le jeu, alors qui avait reconnu ses qualités, hein, le matos c'est bien, ce que vous voulez, mais qui n'avait pas apprécié pour une raison principale, c'est que pour lui, un jeu de société se doit de répondre aux questionnements que les joueurs se posent dans le manuel. Donc, et j'ai reçu un mail de quelqu'un qui. Alors, ce que je lui ai dit par mail, hein, je suis pas du tout en colère. Des fois que ça passe du mauvais côté, mais non, je suis pas du tout en colère. Loin de là, en fait, hein, je suis assez ravi qu'il me l'ait dit. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a à dire. Mais du coup, ça m'a amené à réfléchir, moi, sur ce truc-là. Et en fait, sur le fait de me rendre compte que cette conversation-là, à ce sujet-là, c'est-à-dire le fait de dire que il y a des points de règles, j'ai envie de dire des cas à la con, parce que je vais vous montrer des exemples, hein, qu'on voit dans l'ordre de Weyl, que je ne mets volontairement pas dans le manuel. C'est d'une volonté de ma part, souvent on me dit ah ouais mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, et je dis on s'en fout, on ne met pas. Et je vais vous expliquer en fait pourquoi je fais ça, tout simplement. Je reprends donc typiquement un exemple du mail du youtubeur qui me dit, alors il y en a quelques-uns, hein, mais on va partir du chapitre 1, on va partir de quelque chose que vous connaissez, que vous maîtrisez normalement. Ok. Je donne un ordre quand vous jouez sans MDD sur la manière dont vous devez ranger les monstres. Mais je ne le fais pas quand vous êtes en train d'affronter des monstres puissants. Je vous dis pas typiquement quand vous tirez deux monstres puissants parce que quelqu'un est niveau 5, mettez d'abord le chevalier noir, puis je sais pas le dernier géant, l'araignée géante, quelque chose comme ça. Probablement la liche et le dévoreur d'âme, ou plutôt le dévoreur d'âme et la liche. Voilà. Si je devais vous donner un ordre sur comment on les met quand on les pioche, si je devais les ordonnancer, je les ordonnancerais comme ça. Sauf que la problématique de ça, c'est qu'en vrai, ça dépend. Et c'est souvent la réponse que je donne à ceux qui me relèvent ce genre de problématique, c'est que ça dépend, et ça dépend souvent, voire même tout le temps, et ça dépend tellement, entre guillemets, il y a tellement, sous-entendu, il y a tellement de facteurs possibles que je pourrais vous donner une règle, vous dire bah c'est ça l'ordre. Simplement, dans certains cas, ça pourrait être complètement con. Je prends un exemple typique. Il y a des bourrins, donc des mecs bien équipés en armure, qui rentrent dans une salle de monstres puissants, vous piochez la liche et le chevalier noir. Et bah la liche va pas faire grand chose contre ces mecs en armure parce qu'il réduit les dégâts énormément. Par contre, le chevalier noir, lui, il peut mettre des grosses tartines. Donc il y a tout intérêt à le laisser en vie le plus longtemps possible. Si vous voulez vous faire un vrai défi, il faudra mettre la liche devant avec tout ce qu'elle invoque, le chevalier noir le plus loin derrière, pour que lui il ait le temps de mettre le plus de mandales possible. Voilà, ça serait probablement la version la plus méchante et la plus optimisée que vous puissiez faire. Je prends un autre exemple, je ne vous dis jamais s'il faut d'abord attaquer avec son boss, puis utiliser ses capacités, parce que les boss ont des capacités, ou l'inverse. Je vous le dis jamais. Pourquoi je vous le dis pas? Parce que ça dépend. La grande prêtresse, moi quand je la joue contre des gens qui ne connaissent pas le jeu, bah, je fais tout le temps mon attaque et après mes pouvoirs. Ok, mais c'est de la maîtrise, c'est-à-dire que c'est de l'explication pour eux, il y a un ordre logique, et cet ordre logique je m'y tiens. C'est pour quand je fais mes présentations. Si je joue contre des gars acharnés qui me disent vas-y envoie-nous la sauce, eh bien je vais utiliser mon étreinte, par exemple, de la grande prêtresse, pour étreindre le tank, et si j'y arrive, eh ben, l'attaque de la grande prêtresse, ce ne sera pas le tank principal qui va le prendre, ce sera quelqu'un d'autre. Et ça, c'est plus optimisé d'un point de vue MDD, méchanceté. Et dans le manuel, je pourrais vous le mettre aussi. Le problème, c'est que
Là, typiquement, on le voit déjà, j'ai 4 boss, des tas de capacités, tout un tas de choses qui peuvent se déclencher en tout un tas d'ordres différents. Des cas comme ça, je pourrais vous en trouver des tonnes, en fait. Et c'est que le chapitre 1. Le problème, c'est que le chapitre 2, il gagne en complexité. On a notamment des tas d'interactions qui peuvent arriver, qui sont particulières, liées à des capacités, et qui vont poser ce genre de questions. Probablement que chacun d'entre vous vont rencontrer un ou deux cas de questions à la con, vous voulez dire, c'est répondu nulle part, qu'est-ce qu'on fait? Et mon but à moi, c'est pas de vous les donner ces réponses, parce que des cas comme ça, je peux vous en trouver des centaines. Et si je prends la peine de répondre à tout, je vais vous faire un manuel qui fait 90 pages de cas particuliers, parce que tel monstre, tel mob, telle capacité, sur telle map spécifiquement, avec tel objet qui a été déclenché avant, qu'est-ce qui se passe? Et bah c'est un cas à la con. Et souvent on les voit, hein. On se pose nous-mêmes la question, ou alors, Dieu merci, Isley, il est très fort pour ça, il nous dit est-ce que tu as pensé à telle interaction? Et très souvent je lui dis on s'en fout. L'idée pour moi c'est de vous donner quelques cas qui sont décrits dans les règles de base et de vous éduquer à vous poser vous-même la question et de dire ok, là on est dans un cas à la con, comment on le résout? Et à partir du moment où toute la table des joueurs est ok, ça vous paraît logique, et souvent il y a une logique, hein, je vais vous montrer un exemple typique après, il y a une logique qui a été mise en place dans les règles, cette logique vous pouvez la faire l'appliquer un petit peu partout en fait. À partir du moment où vous êtes d'accord et que vous êtes dans un même mood entre joueurs, il n'y a pas besoin d'aller feuilleter en fait le manuel. Pour moi en fait, je travaille souvent comme ça sur mes jeux, et je me suis rendu compte en fait en réfléchissant à ce truc là que de tous les jeux que j'ai dans ma ludothèque, et par exemple là on a été en Vendée, on a joué à plein de trucs, et on a joué à Clank, on a joué à Legendary, on a joué à Strascendance, on a joué à tout un tas de jeux, et je me rends compte que 9 sur 10, on est tombé sur au moins un cas qui n'était pas répondu dans le manuel, où on a dû se poser la question. On dit ok, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On a répondu en tant que joueur. On s'est pas dit ok, on va aller fouiller dans le manuel, il n'y a pas de réponse, merde, on fait quoi? On est bloqué. Et je pense que c'est la différence entre un jeu qui va vous éduquer et vous apprendre à vous donner les armes pour pouvoir résoudre ces problématiques, et la différence entre un jeu qui est bloqué, fermé, donc sur un vrai jeu de plateau, où typiquement on vous dit un tour c'est quoi, c'est en 1 je mets 2 jetons sur machin, puis en 2 je lance un dé, le dé il fait ça, etc. Ça c'est des trucs avec des règles fermées quasiment, alors c'est pas des jeux allemands, mais je veux dire dans le sens où il n'y a pas de place à l'interprétation. Au DV, de par les capacités, de par les textes, et même si on essaye d'être précis au mot près, et souvent quand vous n'avez pas la réponse, vous me posez une question, je vous dis relis la phrase. Si tu relis la phrase et que tu réfléchis au mot, tu vas voir que la réponse tu l'as. Et on est précis au mot près parce qu'en vrai ces questions on les voit, mine de rien, et on essaie d'y répondre au maximum sans vous donner l'exemple exact. On essaie de vous dire vous avez déjà les armes en fait. Mais ça va vous obliger à vous approprier le jeu. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'entre vous qui ont modifié certaines règles, et ça fait partie des forces de ODV. ODV à terme c'est ça, c'est un bac à sable, c'est du matos, énormément de matos, sur lequel vous pouvez jouer de manière un peu plus fermée sur le chapitre 1, un peu plus ouvert sur le chapitre 2 et très ouvert sur le chapitre 3, mais ce sera au bout d'un moment à vous de vous approprier ces règles-là. Et je vais vous montrer un exemple typique de cas à la con, qui va vous montrer en fait que c'est juste pas possible de répondre à ça, et déjà pour nous de penser à tous les cas, et de vous donner une liste de pages, de 15 pages, juste pour ce cas-là spécifique. Et des cas, il y en a d'autres. Mais vous allez probablement tous en croiser un ou deux. Vous n'allez pas croiser les 50 ou 100 cas qu'il y a. C'est extrêmement rare de réussir à les déclencher. Et nous, c'est juste qu'on, volontairement, on essaie de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe si je suis très con et que je fais ça? Je vous partage mon écran, vous allez comprendre. Comme ça. Le cas typique, je vous rappelle que dans le chapitre 2, on est sur des champs de bataille qui ressemblent à ça. Alors là, les jetons sont ronds, hein, vous aurez des jetons debout, mais voilà, c'est pour l'exemple, on est sur l'encyclopédie. La question qui s'est posée, et qui s'est posée une seule fois, c'était qu'est-ce qui se passe si la guerrière Sylva, elle est là. Mon briseur, on va mettre un monstre, on va mettre elle. Il est là. Qu'est-ce qui se passe si je veux franchir? C'est-à-dire je veux aller ici, puis sauter, hop, mais je tombe sur un monstre. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Comment ça marche? C'est le premier cas qu'on est tombé sur une autre map, juste avant, en essayant de tester le scénario, et on s'est dit, il y a plusieurs cas. Soit on le refuse, c'est-à-dire qu'on dit, quand quelqu'un bloque, tu peux pas y aller. La problématique de ça, c'est que il y a des gens
pas forcément des gens qui voudraient volontairement casser le jeu ou être anti-jeu, qui vont se mettre dessus, qui vont bloquer. Typiquement, je suis un magicien, ici, là, et il y a des monstres qui arrivent, j'ai plus qu'un PV, ils sont encore à corps, j'ai aucune raison de leur dire, bah venez me voir et venez me tuer, quoi. Il faudrait sinon s'assurer dans toutes les maps qu'on puisse faire le tour, mais il y a des cartes où c'est juste pas possible. Il y a une échelle pour monter, pardon. Donc on s'est dit soit on bloque, mais ça va donner des comportements bizarres d'anti-jeu, ou c'est ceux qui jouent aux jeux vidéo, hein, on essaye volontairement de faire bugger l'intelligence artificielle, parce que de temps en temps ça rend le jeu plus facile, et quand on l'a vu, c'est difficile de pas le faire. Soit on dit ok ça passe, c'est-à-dire qu'il faut pousser la personne. Donc on s'est dit ok on va supposer que ça passe, et donc quand j'arrive là, je pousse la personne qui est dessus. C'est-à-dire que dans tous les cas, je ne peux pas bloquer, ni le MDD ni le joueur peuvent empêcher quelqu'un de faire un franchissement. Quand je passe, ça pousse. Tout simplement. Ok. Sauf qu'on a joué la map d'après et on s'est retrouvé dans des cas à la con où on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe si j'ai plusieurs entités sur une même case? Et en réfléchissant à ça, on s'est dit, mais en fait, des cas, il y en a des tas. Par exemple, le briseur de horde, il est mort. Et il est là. La carrière Sylvom, elle peut le piétiner, puisqu'on peut piétiner les cadavres des gens morts, sinon ça voudrait dire que typiquement s'il est mort et que je considère que c'est encore un obstacle, bah là c'est bloqué, on peut plus jamais avancer, c'est complètement con. Donc il faut forcément pouvoir aller aux endroits où il y a des morts. C'est une obligation, sinon pareil on va être bloqué dans certains cas. Mais qu'est-ce qui se passe si je ramène à la vie le monstre? Par exemple, je suis bloqué par le boss, je peux pas aller plus loin, mais je suis corps à corps, donc j'ai envie de le taper. Et là il y a un guérisseur, ou même le paladin, parce que le paladin peut ramener à la vie, qui ramène à la vie le briseur de horde. Eh bien je vais avoir deux entités sur une même case, encore une fois. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Et bien encore un cas particulier. Ok, il faut y réfléchir. Et ça en gros ce que je vous ai donné, c'est les deux cas qu'on met en exemple dans le manuel, qui sont les cas qui vont probablement se déclencher le plus. Ceux-là vous allez probablement les voir. Donc ceux-là on les met dans le manuel. Mais après je peux tout imaginer. Qu'est-ce qui se passe si je ramène un mec à la vie, mais que je suis comme ça, et que je ramène à la vie d'ici, comme ça voilà, je peux faire l'attaque à distance, j'ai bien une visu. Eh bien ouais, mais je peux pas vraiment me décaler, ou alors ça veut dire que ça décale. Et des cas à la con comme ça, on peut en imaginer des tas. J'ai une compétence télékinésie qui permet de mettre une mandale à un monstre et de décaler de 2 cases. Ok. Qu'est-ce qui se passe si je décale de 2 cases et que j'arrive là-dessus? Eh bien, je le déplace. Oui, ok. Donc ça, ce sera encore un cas à mettre. Qu'est-ce qui se passe si je fais la compétence de l'imprénidilus, qui dit vous faites disparaître des monstres de la réalité pendant 3 tours, et après ils reviennent. Et bien quand ils reviennent, qu'est-ce qui se passe si je suis sur la case où le mec était? Eh bien il me pousse. Et des cas comme ça, vous allez en avoir des tas. Des armes qui repoussent, des capacités, des mecs qui sont morts, qui reviennent à la vie, de tas de manières différentes. Des cas, il y en a des tas. Et nous, on peut soit vous donner un ou deux exemples et vous dire, ok, voilà à peu près la logique, c'est-à-dire que si je fais une télékinésie dans ce sens-là, on peut supposer que ça pousse plus ou moins par là, ce qui paraît logique, hein, je me le prends dans la tronche. On peut même imaginer dans le chapitre 3 avoir des dégâts liés à ça, tout un tas de choses. Quand vous ramenez la vie, vous décalez, vous trouvez une case adjacente. Si on n'a pas, vous décalez les mecs. Enfin, tout ça, vous allez comprendre la logique assez rapidement. C'est pas des cas très compliqués, mais c'est des cas qui sont nombreux. Et il y a des joueurs, et je peux comprendre, hein, je vais être honnête, je peux comprendre parfaitement, qui, si la réponse n'est pas dans le manuel, ils sont pas contents. Ça les dérange en fait. Ça les dérange de ne pas avoir un jeu dans lequel on leur dit c'est comme ça. Sauf que de par la nature de l'ordre de VL, de par le fait que il y a des interactions entre les éléments, les capacités, les jeux, enfin les monstres, pardon, les cartes, ce que vous voulez, il va y avoir des cas particuliers. S'il n'y en a pas, c'est qu'on a pris une des autres solutions qui serait de dire en un, on se débrouille pour qu'il n'y ait jamais de cas particulier, auquel cas on va se limiter dans les effets. Je fais pas de poussée, je fais pas de disparition, je fais pas de saut magique, je fais pas de tout ça. Si je commence à vouloir faire des capacités un peu stylées avec des effets particuliers, je vais créer des cas particuliers. C'est une obligation. Si je fais pas ça, je peux décider aussi de répondre à tout. Mais là, je vais tomber à terme dans un JDR, un jeu de rôle, qui va faire 350 pages à la Donjon Dragon. Auquel cas, on t'explique que un stylo, ça pèse 100 grammes et que tu as le droit à 45 kg, donc il faut calculer dans ton sac le poids de chacun, puis aussi les emplacements, mais tu as les sacs magiques qui augmentent. Et tout ça, c'est super, mais quand tout le monde maîtrise. Mais quand tu veux juste avoir un jeu ludique, quelque chose où tu te marres, et on peut pas répondre à ça. On peut pas non plus s'empêcher, nous, créativement, d'avoir des idées de capacité sous prétexte que ça va poser des questions. Et du coup, on est dans une dynamique où on est obligé d'avoir des règles qui ne vous expliquent pas tout, mais qui vous éduquent à comment vous allez devoir résoudre un cas.
Et très souvent, et vous le faites déjà, c'est pour ça que en vrai, ça, je ne l'ai pas entendu souvent. Je l'ai entendu souvent de gens complètement extérieurs au jeu, c'est-à-dire des youtubeurs à qui on a envoyé le jeu, on leur a dit est-ce que ça vous intéresse de faire une critique, et qui eux, sur leurs entrefaits, ils découvrent le jeu dans leur coin, se disent mais t'as remarqué qu'il y a des trucs où il n'y a pas de réponse dans le manuel. Et cette dynamique-là, ça implique que vous, en tant que joueur, ceux qui nous suivent et qui nous aident au quotidien, et ceux avec qui on est, ça va être des joueurs qui ont principalement déjà accepté ça. C'est-à-dire des joueurs qui ont accepté qu'ils allaient être dans un jeu où il y a des moments, et ils allaient devoir prendre une décision en tant que joueur, et pas regarder, j'ai envie de dire bêtement, entre guillemets, le manuel. Parce que c'est par la nature du jeu. Et ça, en vrai, c'est une conversation que nous, en tant qu'éditeurs, et moi principalement parce que tout ce qui est de l'ordre des règles et des effets de ce que je veux, alors je laisse les gens me souffler des idées avec plaisir, mais au bout du bout, c'est moi qui mets le veto sur qu'est-ce qu'on met dans le manuel, qu'est-ce qu'on met pas dans le manuel, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est pas logique, est-ce que ça j'en parle, est-ce que j'en parle pas, quels sont les mots clés exacts à mettre dans chacune des capacités. Quand je vous dis que c'est au mot près, souvent quand vous cherchez une réponse, relisez la phrase et vous allez voir que vous répondez vous-même à la problématique. Un exemple typique de problématique, un exemple. Il y a un boss qui peut prendre les joueurs sous son contrôle. Donc si le joueur meurt, il retourne sous le contrôle du boss. Donc le boss est allié des joueurs pendant le temps du combat. Je vous passe le reste, on s'en fout un peu. Mais le joueur est atteint de corruption. La corruption, ça pète à la tronche du joueur, ça lui fait des dégâts et ça diffuse la corruption autour de lui quand ça lui explose à la tronche. Okay, et il y a le poteau, celui Isler, qui maîtrise bien, qui me dit ok, qu'est-ce qui se passe si un joueur corrompu passe sous le contrôle du boss, donc le boss devient son allié, et que la corruption explose. Est-ce qu'on peut corrompre le boss et donc un saint martyr? Ouais, c'est des questions à la con, mais auquel cas il faut répondre. Et dans le manuel, j'ai changé, effectivement, il y a marqué à ses alliés, j'ai passé aux joueurs. Alliés ou pas, on s'en fout, c'est les joueurs qui prennent. Et souvent, au mot près, en fait, on essaie de vous répondre à ces problématiques-là. Mais je ne peux pas vous les expliquer dans le manuel. Le manuel, déjà, actuellement, il va faire quelque chose comme 35 pages. Ce qui est une 10 ou 12 de plus, sachant qu'il est beaucoup plus long. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus d'images et de choses comme ça. En vrai, en termes de contenu, vous allez lire 80% du manuel une fois, et vous n'aurez jamais besoin d'y retourner. C'est concrètement comment je me déplace. J'avance de 4 cases. Concrètement, c'est quoi les petites flèches blanches que vous avez vues? C'est un franchissement. Mais une fois que vous savez ce que c'est un saut et comment on le prend, vous n'allez jamais retourner là-dessus en fait. Le manuel, il est gros et lourd, mais en vrai, vous n'allez jamais retourner sur 90% du truc. Mais voilà, c'est ces questions-là qu'on se pose tout le temps, systématiquement, et que je prends moi la décision de ne pas vous donner toutes les réponses. Je vous laisse à vous le choix d'interpréter le texte et de trouver la réponse qui vous sied dans votre groupe à vous de joueurs et celle qui vous paraît la plus logique. Parce que si vous apprenez à faire ça en tant que joueur, solo ou à plusieurs, vous allez pouvoir vous octroyer les règles, vous allez pouvoir les prendre sur vous, les mélanger, les faire à votre sauce, j'ai plus le terme, mais vous l'avez probablement dans votre bouche. Et donc, plus le jeu va se complexifier, parce qu'il va se complexifier, il y a de plus en plus d'effets de joueurs, tout ça, donc il y a de plus en plus de choses qui potentiellement peuvent interagir. Donc c'est une obligation qu'il se complexifie dans ce sens-là. Mais vous en foutez parce que vous allez... ce sera plus Lord de Veyel et son manuel, ce sera votre jeu avec une base de réflexion. Et pour moi, ça c'est hyper important. Mais ça veut dire que le jeu n'est pas fait pour tout le monde. Si vous avez regardé cette vidéo et que vous dites est-ce que le jeu est fait pour moi, si vous aimez que les règles soient fixées, vous n'avez aucune question à vous poser et que lorsqu'il y a un cas à la con qui se déclenche, vous dites ok, je vais regarder dans le manuel la réponse n'y sera probablement pas si le cas est vraiment particulier. Alors après, il y a toujours les FAQ, les mails et on nous répond bien sûr, ou les recrues. D'ailleurs, on voit dans les recrues, les gens souvent disent il s'est passé ça, j'ai fait ça, comment vous faites-vous? Mais les gens, sur le coup, ils trouvent la réponse. Parce que souvent, la réponse, elle est là. Enfin, des solutions, il y en a. C'est pas le problème. La question, c'est savoir est-ce que j'arrive à me décrocher du manuel et à m'approprier, c'est ça que je cherchais, les règles, ou pas. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça. Je vous embête pas plus. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que je trouve que c'est une question qui est hyper importante, qui est liée au DV, que je vois pas dans beaucoup d'autres jeux, parce que la sensation de bac à sable, après c'est parce que j'ai pas énormément de jeux, mais la sensation de bac à sable c'est parce que j'ai le plus, le fait qu'on me donne du matos, des bases, et qu'après je me dépatouille avec. Mais je pense que c'est quelque chose d'inhérent au jeu de rôle, et c'est quelque chose d'inhérent
peut-être aux jeux complexes de fantasy, d'aventure et RPG en général. Voilà, jeu de rôle quoi. Ah bref, des poutous, merci à vous et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ou par mail, ce que vous voulez. Amusez-vous bien.